Bonjour, vous êtes sur la troisième partie de ce débat. Je vous invite évidemment à écouter les premières et deuxièmes parties si ça n'est pas encore fait. Bonne écoute. On en avait fini avec Nope, qui est un très bon film, et c'est pour ça que je propose de passer extrêmement rapidement sur un des plus mauvais films de l'année, à savoir Blonde de Andrew Dominik. On va pas revenir dessus parce qu'on est que 3 à l'avoir vu, en fait on est que 2,5 parce que si je ne m'abuse, Clémence a dû l'arrêter au bout d'une heure face à l'énorme odeur de merde qui se dégageait de sa télé. Donc non, là en vrai je suis très très méchant, mais pour le dire très simplement, pour ceux qui connaîtraient pas Blonde, c'est l'histoire en fait de Norma Jean, enfin aka Marilyn Monroe, et c'est un film en fait qui se vend comme une biographie, mais enfin comme un biopic, mais ça ne l'est pas du tout puisque c'est une vie totalement, enfin à moitié fantasmée et en même temps non. Donc déjà ça rend le film extrêmement problématique sur des questions d'honnêteté. Et c'est un film qui croit vendre quelque chose au sujet des violences faites aux femmes, mais qui en fait les érotise énormément et du coup fait le contraire de ce qu'il souhaite faire. Je trouve ça assez nauséabond. Et en fait, le dernier truc qui me dérange énormément, c'est que le film est d'une prétention absolue en termes de mise en scène. On a des changements de ratio de cadre, on a du noir et blanc, on passe à la couleur, on passe, enfin, et tout ceci n'a aucun sens. Vous pouvez vous amuser pendant des heures à pointer du doigt à quel moment arrive tel ratio, à quel moment arrive le noir et blanc, etc. Vous ne trouverez jamais de cohérence dans ce que ça raconte. Donc voilà, c'est vrai que vous m'avez signalé en off le fait de pas forcément s'y attarder dessus. Je vous rejoins parce que bon, c'est un film qui viscéralement en fait m'a énormément dérangé. Donc voilà pourquoi je l'avais placé comme un des plus mauvais films que j'ai vu cette année. Il y a de l'ambition visuelle, hein, très clairement, mais je comprends pas à quoi elle sert. Et je vous recommande bien plus du même réalisateur, d'Andrew Dominik. Je vous recommande bien plus Kogan, Killing Them Softly, qui est un film avec Brad Pitt bien meilleur que Blonde. Et justement, pour ne pas trop s'attarder sur de mauvais films, je vous propose de passer à un film que l'on a tous vu et que je pense l'on a tous apprécié, et c'est L'Origine du Mal, réalisé par Sébastien Marnier. Comment est-ce que tu as fait pour me retrouver? Serge vous avait dit qu'il avait une autre fille. Vous lui ressemblez pas beaucoup. Serge a toujours eu beaucoup de succès auprès des femmes. Il y en avait forcément de moins jolies que d'autres. J'imagine que pour vous, la situation n'a pas dû être facile tous les jours. Mais s'il vous plaît, je vous demande de ne pas revenir. Depuis mon accident, c'est devenu compliqué ici. Ils veulent me mettre sous tutelle. Si on veut que tout se passe bien, il faut se dire les choses. Stéphane, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Alors L'Origine du Mal, c'est quoi ? Stéphane est une femme orpheline à la recherche de son père. Un jour, elle parvient à remettre la main dessus. C'est ainsi qu'elle débarque dans la vie de ce vieil homme habitant une luxueuse villa du bord de mer. Mais le patriarche ne vit pas seul. Entouré d'une épouse fantasque, d'une fille ambitieuse en affaires et d'une petite fille rebelle, Stéphane se met à douter de cette nouvelle famille. Quelqu'un ment. Qui ? Pourquoi ? Je vais pas lire la fin du synopsis au cas où, parce que j'ai peur que ça spoil un petit peu. Eh bien écoutez, sur le dernier film, je crois pas que Quentin se soit exprimé, donc Quentin, qu'est-ce que t'as pensé de L'Origine du Mal ? Alors pour moi c'était peut-être la plus grosse claque de l'année. Tout à l'heure on parlait de tension sur Top Gun en disant que c'était ultra nerveux et qu'on voyait pas le temps passer. Sur L'Origine du Mal c'est un peu pareil, mais c'est une tension que tu ressens différemment, où là en fait il est plus question de drame, de mensonge, de manipulation, mais avec une sorte de montée ou descente aux enfers, je sais pas comment on pourrait qualifier ça, qui va de rebondissement en rebondissement, on ne sait jamais quand ça va s'arrêter. Je me souviens dans la salle, à chaque scène un peu forte, t'entendais les gens soupirer, qui lâchaient carrément des « Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de voir ?» Enfin, vraiment, c'est... Et j'ai rarement vu ça devant un film de ce type-là, dans le sens où on est tendu, on attend qu'une chose, c'est de savoir ce qui va se passer. C'est un film qui tient en haleine, et pourtant sur un genre tout autre que
que le thriller, l'action, enfin, même si, ouais, on peut dire que c'est une forme de thriller, enfin, je sais pas trop, pour moi, c'est un objet filmique non identifié, et c'est ça qui fait l'originalité de ce film. Le jeu d'acteur est incroyable, j'en dis pas plus, je vais laisser plutôt le dialogue, parce que du coup, on l'a tous et toutes vu. C'était vraiment la surprise de 2022, parce que j'y allais avec aucune attente, je savais pas du tout à quoi m'attendre, et puis, en fait, il finit dans mon top de l'année vraiment très très haut. C'est un huis clos en mode thriller avec un peu du Cluedo dedans, dans un décor qui met extrêmement mal à l'aise. Il a un aspect très organique, le décor, parce qu'il a tous ces animaux empaillés, tous ce bazar qui est un peu partout, et puis je me suis dit qu'il y avait presque, tu sais, cette histoire d'animaux empaillés où tu te dis, est-ce que le spectateur peut pas être comparé finalement, où on est figé et condamné à regarder ces personnages qui sont des personnages qui vont repousser leur morale sans cesse. Et c'est vraiment un film, je trouve, où on regarde cette brochette de femmes, mais il y a aussi autour de ce patriarche. Et c'est un film qui va nous poser la question de où se situe notre morale quand face à nous, on a des gens qui sont complètement immoraux. Et comment est-ce que de victimes, on peut passer de bourreaux et inversement? À quel point est-ce que la frontière est poreuse entre eux? Et du coup, est-ce que des actes malfaisants deviennent des actes moraux? Mais voilà, et donc c'est ce que j'ai trouvé assez glaçant, c'est qu'on te dit que c'est un film qui parle de lutte de classe. Ça en devient un film de dénonciation de la masculinité toxique, qui est peut-être moins un sujet évident au début, mais qui le devient au fur et à mesure, parce qu'il y a cette espèce de patriarche qui est clairement un patriarche, voilà, dans tout le patriarcat et la domination masculine qui existe. Mais je trouve que ça bascule dans quelque chose d'encore plus malfaisant et qui te met vraiment mal à l'aise, parce qu'il y a la question de l'inceste sur ses filles, la question de sa femme qui est battue, mais tout ça c'est fait de façon hyper subtile, et tout dans le sous-entendu qui fait que ça en devient pas voyeur. Et voilà, donc j'ai trouvé que c'était un film maîtrisé du début à la fin. Mais en fait, c'est un film qui, pour moi, a deux aspects pour lui qui sont fondamentaux. Le premier, c'est que tu l'as évoqué tout à l'heure en parlant des vedettes, c'est un film d'acteurs et d'actrices. Là, les comédiens et comédiennes sont vraiment époustouflantes, et évidemment, mention spéciale à Laure Calamy, hein, qui ne cesse de nous surprendre, je trouve. Et donc, c'est un film qui se repose beaucoup, voilà, sur le talent de ses comédiens et de ses comédiennes, et en même temps, évidemment, sur l'écriture de ses personnages, puisque on a ce truc où, au tout départ, on a le premier contact qu'on a avec chacun d'entre eux nous donne à voir une seule facette de la personnalité. Et on part tous dans une direction en se disant, donc, ok, elle est comme ça, donc elle est comme ça, et elle est comme ça. Plus le film avance, plus les masques tombent, et plus en fait on comprend en réalité les enjeux qu'il y a derrière leur personnalité et la façon dont ils agissent, jusqu'à ce pivot central, on pourrait dire, du film, sans en dévoiler, qui va en fait un petit peu tout retourner, et où on comprend vraiment qui joue à quel jeu et pourquoi, et c'est assez fascinant d'être plongé dans ce monde de la grande bourgeoisie qui est mais vraiment dévoré par la crasse, par l'hubris, par tout ce que vous voulez, et je trouve ça en fait c'est satisfaisant à voir autant que horrifiant, malheureusement, par rapport au sujet qu'il traite. Et le deuxième point sur lequel je trouve le film fonctionne très très bien, c'est évidemment sur sa mise en scène, où Sébastien Marnier, je trouve, est assez audacieux. Alors maintenant, le film, ça fait quelques temps que je l'ai vu, mais je crois me souvenir qu'il y a des split screens, il y a des éléments de mise en scène qui sont très très visibles, très voyants. Et qui servent vraiment le récit. Ouais, c'est ça. Et en fait, il joue vraiment sur son fond s'attache à sa forme, et il y a même des enjeux, il me semble, des trucs de double focale, des choses comme ça. On sent que ça a été travaillé, potentiellement même storyboardé, pour correspondre à l'évolution de ces personnages. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une très grande réussite, un des meilleurs films français de l'année, et un des meilleurs films tout court. C'est vrai qu'on pourrait dire qu'il y a un côté peut-être un peu artificiel au fait de ne montrer que certaines choses au départ pour se ménager des twists après. Mais d'un autre côté, cette artificialité-là, elle est aussi, entre guillemets, constitutive du cinéma. C'est-à-dire que il y a vraiment ce fait de jouer sur ce qu'on montre
pour manipuler le spectateur. Il y a un côté très prestidigitation là-dedans. Et donc au final, bon, même si on pourrait dire que c'est un peu artificiel par certains côtés, je trouve que c'est bien maîtrisé. Et là où du coup, par contre, c'est vrai que j'aurais peut-être une petite réserve, c'est que je pense que si tu le re-regardes, ce film, je sais pas s'il marche autant. C'est pas faux. Et en même temps, j'ai envie de te dire, moi perso, le twist, je l'avais vu venir. Enfin, le twist, je sais pas si on peut parler de twist. Les twists, il y en a même plusieurs. Ouais, il y en a plusieurs. Mais disons que celui, sans vouloir trop en dévoiler, celui qui concerne le personnage de Lord Calamy, à titre perso, je l'avais dit quand on est sorti de la salle, je l'avais vu venir genre à la frame 2 du film, quoi. Donc si tu veux, malgré ça, bah ça m'a pas gâché mon plaisir. Mais par contre, c'est vrai que je comprends ce que tu veux dire. Peut-être que une fois que t'as vu tous ces masques tomber, c'est peut-être moins intéressant de les reprendre au début avec ces masques portés, quoi. Effectivement. Toi, Estelle, ton point de vue sur le film? Bah, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est comme tu dis, cette twist, ce pivot central, le truc de tu penses que le personnage est comme ça et en fait non. Et ça c'était vraiment très très jouissif à voir tout se démêler. Laure Calamy, enfin moi j'adore cette actrice depuis je l'ai découverte dans 10% et depuis qu'on l'a vue enfin avec toi Corentin au théâtre, on l'a vue dans plein de choses différentes et elle a encore sorti enfin elle est encore dans plein de films cette année qui vont sortir. J'ai vraiment hâte de les découvrir et hâte de voir ce qu'elle nous propose encore de différents à voir, quoi, parce que le personnage qu'elle joue dans 10% et les personnages ici dans Les Origines du Mal n'a rien à voir l'un avec l'autre et elle nous montre un panel vraiment différent de ces jeux qui sont vraiment incroyables. Ok, est-ce qu'on a fait le tour? Peut-être juste pour revenir sur ce que tu disais sur le split screen, c'est ça que j'ai trouvé complètement ouf dans le film, c'est que finalement la caméra, le montage, ça devient presque un personnage du film qui va choisir de te montrer ou pas certaines réactions de personnages. Et je pense typiquement à la scène où ils sont avec la juge, où en fait l'action, enfin le plan démarre, où on a deux personnages qui sont dans le cadre, et puis petit à petit, en fur et à mesure de la discussion, le cadre se sépare. Donc on a vraiment une démarcation très visible en plus du dialogue qui se voit à l'image. On voit vraiment les deux personnages se séparer pour finir par se rapprocher d'une partie ou de l'autre de la table, de voir les réactions des personnages. Et finalement c'est un film, et c'est ça que je trouve génial, c'est que parfois on va plus avoir l'œil qui va se déporter pour observer les réactions des personnages plutôt que vers la personne qui parle. Et ça te pousse vraiment à essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe, comment tel personnage va réagir, et ça c'est vraiment hyper bien amené avec justement ce split screen et ce montage un petit peu alterné, quoi. Et ce qui d'une certaine manière vient un peu nuancer ce que disait Antonin, parce que d'une certaine façon, puisque les split screens par définition tu ne peux pas tout regarder en même temps, ben peut-être que le film, au moins au deuxième visionnage, se permet de regarder les scènes que t'as manquées en fait lors de ton premier visionnage, tu vois. Lors du deuxième visionnage, je veux dire, tu peux récupérer les scènes que t'as manquées, parce que c'est vrai que tu vas peut-être te concentrer sur tel ou tel personnage la première fois parce que ton attention était plus attirée vers eux, mais que quand tu connais ce qu'ils vont faire et ce pourquoi ils le font, peut-être que ton regard est attiré ailleurs. Donc je pense que c'est d'autant plus intéressant. Et la scène dont tu parles, maintenant que plus on parle et plus je me souviens, au moment du tribunal, c'est ultra parlant, parce que à ce moment-là, le personnage de Laure Calamy fait un choix qui justifie totalement le fait qu'elle soit séparée par le cadre, en fait, du patriarche pour le coup. Ben on passe à la suite. Je vais vous raconter une histoire. Une histoire que vous croyez sûrement connaître, mais en fait non. Là, devant, c'est quoi ça? Papa! Ah, cette chose parle! C'est rien qu'un pantin de bois! C'est pas vrai! Je suis un vrai petit garçon! Ok, ben pour la suite, on va aller très vite sur Pinocchio. Quentin, je vais te laisser commencer. Je vais juste simplement lire le résumé. Donc Pinocchio, le dernier film de Guillermo del Toro, ce qui est très marrant d'ailleurs, c'est que Guillermo del Toro a débuté l'année avec Nightmare Alley, que je vous recommande par ailleurs, que j'ai vraiment bien apprécié, et le termine avec Pinocchio. Et quand vous faites le lien entre les deux, il y a
une connexion entre les deux films qui est évident, notamment le monde du cirque, et Del Toro lui-même a dit qu'il était presque perdu entre les deux films tellement il y avait une connexion voilà, qui les réunissait. Donc je trouve ça assez rigolo qu'il ait commencé l'année, je crois qu'il est sorti en janvier 2022 et il le termine avec ce Pinocchio. Alors là je vois que le résumé sur Wikipédia est très détaillé, donc je vais pas rentrer dans le détail, d'autant que c'est l'histoire de Pinocchio quoi, donc en soi je suis pas sûr que j'ai besoin d'en dire plus. Quentin, qu'est-ce que tu as pensé de cette nouvelle proposition de Guillermo del Toro qui est son premier film d'animation, si je dis pas de bêtises? Ouais, peut-être juste un complément, il est aussi passé au cours de l'année par le cabinet de curiosité. En tout cas, il a coordonné voilà, cette mini-série qui est sur Netflix, qui est super bien. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la recommande chaudement. Moi, j'ai trouvé le film excellent. Déjà, vous savez que j'adore, je suis un grand amoureux de l'animation et aussi de l'animation image par image. Et là, bon, ça tombe sous le sens de dire, bon, ben, on va utiliser des marionnettes pour tourner un film sur une marionnette, mais elle est ultra bien foutue. Il y a un côté un peu dérangeant, un peu fantastique, un peu crasseux, un peu bizarre, mais bon voilà, c'est le Guillermo del Toro qu'on aime, et voilà, ça se passe dans une Italie fasciste. Donc déjà on a cette toile de fond qui a toute son importance dans le film, et là on n'est pas sur un Pinocchio à la Disney où en gros le but c'est que le garçon apprenne à être un petit garçon bien sage, qui fume pas, qui boit pas, qui dit pas de mensonges, mais plutôt qui apprenne à être lui-même et à s'émanciper. Et c'est hyper touchant comme histoire, c'est hyper beau, c'est hyper bien mis en scène. Enfin, Guillermo del Toro, il a fait, et ses équipes ont fait un travail remarquable. Et ça me touche d'autant plus que maintenant que j'ai découvert la paternité, c'est encore plus émouvant d'avoir voilà, d'analyser un petit peu cette relation père-fils qui est à la fois artificielle mais en même temps hyper naturelle et hyper belle quoi. Mais surtout que je te rejoins totalement, le film est très beau, et puis surtout ce dont il parle est très touchant, comme tu dis. Cette quête d'émancipation de Pinocchio trouve d'autant plus de force que ça se situe dans un contexte d'Italie fasciste. Et voilà, et je veux pas faire de l'analyse de comptoir à deux balles, mais en fait, dans un monde où il y a Pinocchio, dans un monde où il y a l'Italie fasciste, en fait, c'est qui les marionnettes, tu vois? Et je trouve que c'est ça que je trouve vraiment, je trouvais très très beau dans le film. Il y a plein en plus d'ésotérisme, enfin, ésotérisme, je sais pas si c'est le bon mot, mais il y a tout un univers en fait surnaturel et de spiritualité que j'ai trouvé assez surprenant. Toutes les étapes là de la mort, ce genre de choses, c'est assez troublant, assez nouveau en tout cas pour moi. Et ouais, enfin moi ça a été une belle découverte. J'avais un élément que je voulais dire et que je viens tout de suite d'oublier, mais c'est pas grave. Du coup je vais juste laisser la parole à Estelle et qu'elle me dise ce qu'elle en a pensé. Oui, non, j'ai plutôt bien aimé. Après j'ai pas vraiment grand chose à dire sur ce film honnêtement. C'était sympa. D'accord, ben, on peut passer à la suite, il y a pas de souci. Non, je pense que c'est... Ah, je vois que ça a été produit par Daniel Radcliffe, tiens. C'est marrant. Ok, et ben écoutez, il nous reste 2 films à aborder. Les 2 films ont été vus, ou du moins en partie, par les 5 personnes qui sont autour de leur micro. On va évacuer l'éléphant dans la pièce, j'ai envie de dire, en parlant tout de suite d'Avatar, La Voix de l'eau. Une chose est sûre. Où que nous allions, cette famille sera notre forteresse. Alors, il faut qu'on vous dise quelque chose d'Avatar, La Voix de l'eau. Nous allons malheureusement vous demander, Estelle et moi, de vouloir passer relativement rapidement sur l'analyse de ce film et sur votre ressenti, puisque nous n'avons malheureusement plus que voir un seul tiers de ce film, qui commençait très bien, hein, j'ai aucun problème avec ça. Je voudrais juste prendre 1 minute pour vous raconter les conditions en fait de visionnage.
Tout a commencé dimanche dernier, nous devions aller voir Avatar, en prévision justement de ce départ, on tenait absolument à le voir en salle évidemment, on n'avait pas eu le temps de le voir avant. On se prépare donc pour la séance qui avait lieu à 14h dans notre petit cinéma de quartier, et évidemment à 13h55, le moment où on se décide de s'habiller pour enfin partir, parce qu'on est toujours en avance, Estelle décide de perdre notre porte-monnaie avec nos 2 cartes et nos papiers d'identité à l'intérieur, et ne pas le retrouver avant une bonne heure, donc la séance était loupée. Rassurez-vous, on a tout retrouvé, mais donc on a loupé la séance. Ben, ni une ni deux, on se dit c'est pas grave, il y a encore une séance lundi à 17h, moi je sortirai un peu plus tôt du boulot, Estelle aussi, on va se rejoindre, etc. Bien sûr, tous ceux qui habitent en région parisienne connaissent le famoso RERD, qui fait l'exploit d'avoir un arbre sur ses rails. Alors voilà, bon là en l'occurrence c'était du fait de la tempête Gérard, hein, on ne lui en veut pas, mais voilà, il y avait donc un arbre sur la voie qui n'a pas pu permettre à Estelle de prendre le RERD. Je me dis, eh bien c'est pas grave, on va réagir très vite. Ni une ni deux, on se dit, on va partir à Roissy, au pâté de Aéroville, et on se dit, eh bien, très bien, on va pouvoir regarder le film là-bas, donc dans le pâté du coin. Et là, à peine la séance commence, il y a 2 personnes devant qui décident de s'installer, les jambes sur les fauteuils, etc., et se mettent à vapoter. Donc déjà, il y avait une fumée assez dense qui commençait à monter devant l'écran. Nous, on était un peu loin. Je me dis, mais est-ce que cette chose va cesser? Je veux dire, quand même, là, à un moment donné, c'est plus que prendre ses aises, là. C'est pas une question de manger du popcorn, là. T'es littéralement en train de vapoter dans une salle. Et puis la salle a commencé à être rejointe par des acolytes de ces 2 personnes, de plus en plus, 5, 6, 8 personnes qui se retrouvent ensemble et qui ont littéralement commencé une bataille de polochons. Non mais ceci est réel, hein. C'est-à-dire qu'ils se lançaient des morceaux de dossier à la tête. Ils marchaient sur les fauteuils, etc. Alors c'est pas pour faire le vieux boomer qui râle en salle, mais là quand même, moi j'ai une limite à un moment donné. Et puis comme j'avais pas spécialement envie de me faire casser la gueule à un compte 8, ben j'ai dit au bout d'un moment, on va partir. Alors merci au pâté qui nous a donné 2 places pour de la 4DX Dolby. Donc en gros on a gagné 60 balles parce que ça vaut 30 balles quand même ce genre de place, mais qui nous ont remboursé tout de suite. Ce qui fait qu'en fait à ce jour on n'a toujours pas vu Avatar. Bon, puisque je suis en train de monopoliser la parole à ce sujet, je vais vite évacuer ce que moi j'en ai vu. On a revu le 1 juste avant d'aller voir le 2, donc on l'avait vu ce week-end. Le début du 2, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, c'est très beau, je suis très content de revoir Avatar sur un écran. Je trouve que le HFR fonctionne très bien. Moi, je sais que des gens ont un peu de mal avec cette technologie qui est donc en fait augmente le nombre d'images par seconde. Moi, je trouve que c'est totalement cohérent et on sent que James Cameron en fait se saisit de l'imagerie aujourd'hui, je pense, du jeu vidéo et a compris qu'on pouvait en tirer quelque chose en termes de mise en scène. C'est un peu comme ça que je le vois. Mais voilà, après ce serait un peu compliqué d'en parler plus longtemps parce que voilà, on a vu 1 heure de film, on a toute l'intrigue principale. Et pour vous donner une idée à ceux qui l'ont vu, en gros, on s'est arrêté au moment où la famille de Sully arrive voilà, sur les autres navis, les navis des mers, quoi. Je sais pas si Estelle, tu veux rajouter quelque chose par rapport à cette pitoyable séance? Non, mais on pourrait carrément en créer un nouveau débat sur vraiment le comportement à adopter quand on est en salle de cinéma. C'est pas la première fois que ça nous arrive d'avoir des séances vraiment exécrables juste parce que les gens ne savent pas se comporter et ça c'est vraiment pénible en fait. On paye chacun notre place pour y être et on paye pas en fait pour avoir quelqu'un qui vapote à côté de soi, quelqu'un qui parle, quelqu'un qui se fait des batailles de coussins. Enfin vraiment c'est juste pénible. Surtout que ce film là ça m'a vraiment beaucoup déçu parce que je l'attends depuis 11 ans vu qu'Avatar le premier est un de mes films préférés. Vraiment j'adore ce film, je le kiffe. Donc le 2 je l'attendais avec grande impatience. J'ai pas pu le voir à sa sortie, j'ai pas pu le voir avant parce que j'étais en période d'examen là où je travaille. Enfin c'était un peu compliqué. Donc là je me dis enfin je peux le voir, je me bats, je prends tous les transports possibles et imaginables pour pouvoir y aller. Et là bam, je me tape des connards en fait qui savent pas se comporter et ça c'est tout un problème en fait aussi qu'on a dans ces gros cinémas là de pâté où en fait on a souvent ce truc de on va au cinéma mais est-ce qu'on va pas tomber sur des gens qui
des cons, quoi. Enfin, voilà. Des gens cons, mais aussi parce que Pathé, ils ont tellement réduit leur personnel qu'en fait, t'as un vigile pour 15 salles et qu'il peut pas faire tout, il peut pas non plus se mettre en danger face au public. Voilà, c'est tout, quoi. Ça, et le fait d'accepter des gens 40 minutes après que le film ait commencé, quoi. Ah oui, c'est vrai que j'ai même pas cité ça, mais en fait, la moitié des personnes qui ont foutu la merde sont rentrées littéralement plus de 40 minutes après le début de la séance. Donc c'est voilà, bon là on a eu la totale, mais bon on va vous laisser quand même vous exprimer un peu sur le film. Je suis désolé parce que c'était un des films les plus attendus de l'année et on a fait notre possible, très clairement. J'espère que vous l'avez senti. Ah oui, parce qu'on leur a même pas parlé du fait que hier on a essayé d'aller le voir dans un autre cinéma de quartier. On avait tout prévu, on avait réservé les trucs, etc. On avait fait tout notre plan et à nouveau on n'a pas pu à cause du RER. Bon bref, on va pas rentrer dans le détail. Donc ça fait 3 fois qu'on essaye, 3 fois qu'on loupe. Sur ce, est-ce que je sais pas, allez au hasard, est-ce qu'Antonin tu veux te livrer sur Avatar, la voix de l'eau? Oui, je me livrer, oui, je peux me livrer, me délivrer même. Alors, le film est long, mais enfin bon, peut-être un peu trop. Et c'est un peu la chose qui m'a gêné. Alors, globalement, ça reste assez exceptionnel en termes de technique, en termes d'image, de tout ce qui est montré, c'est assez magnifique, mais on sent le petit côté James Cameron revient sur ses pas. Ah oui, non, mais j'allais spoiler. Bon, il fait des hommages à ses films. Voilà, c'est ça. J'allais le dire. Mais merci Quentin. Je vois que tu es un homme de culture. Alors, je suis surtout un maître du non spoil. Voilà, c'est ça. Ouais, bien sûr. Je l'aurais pas tenté celle-là. Alors, non, ce que je voulais dire, c'est que on sent que James Cameron, il a eu un fric à dégueuler, qui savait, enfin, c'est pas qu'il savait pas quoi en foutre, mais du coup, il en a profité pour faire des images, mais autant qu'il pouvait, quoi. Et donc, on a toute une partie du film où on peut peut-être, enfin, sentir certaines longueurs. Personnellement, moi, ça m'a pas forcément dérangé parce que ça fait un côté un petit peu aussi peut-être documentaire sur ben voilà les animaux, les qu'il y a sur cette planète, etc. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai entendu de plusieurs personnes, c'est que il y avait des longueurs et effectivement ces longueurs elles viennent du fait que James Cameron, t'as l'impression qu'il avait je sais pas 15 heures de rush et qu'il a essayé d'en mettre le plus possible, ce qui fait que le film il dure 4 heures quoi. Il y a un petit côté comme ça qui peut être un peu gênant. Alors le film reste malgré tout assez bien rythmé. Personnellement, moi, comme je disais, ça m'a pas dérangé qu'il y ait ces longueurs-là parce que ça reste des images qui sont magnifiques. Mais je sais pas si c'est pas un film qui aurait gagné en termes d'accessibilité à peut-être couper certains passages pour être un peu plus court, un peu plus rythmé par moment. Peut-être que voilà, il y a une demi-heure, 3/4 d'heure d'images là-dedans qui t'en mettent plein les mirettes, mais qui n'apportent rien finalement au scénario ou à l'histoire, ou qui sont pas forcément indispensables. Ça aurait peut-être mérité une version courte et une version longue, quoi. Voilà. Donc, à part ça, le film est finalement ce qu'on attend de lui. C'est une claque graphique. L'histoire s'inscrit clairement dans la lignée du premier. Alors j'ai vu passer des choses un petit peu à droite à gauche. C'est un film qui n'a pas plu à certains polémistes de droite notamment, parce que bon, c'est un film qui serait anti-science, écologique, voilà. Bon, alors s'il y a bien une critique qu'on peut pas faire au film, c'est que pour le coup c'est pas un film qui est anti-science. Pour le coup, au final, toutes les figures scientifiques qu'il y a dans le film, c'est les seuls humains qui sont montrés sous un jour positif. C'est-à-dire que tous les personnages de scientifiques, de médecins, etc., c'est au final les seuls humains qui sont un peu sauvés du lot quand tu regardes l'histoire du film, les dialogues qu'on leur donne, etc. Donc pour le coup, je trouve que c'est un reproche qu'on peut pas trop faire au film. C'est pareil pour pour les scientifiques, c'est pareil aussi là-dedans, c'est les seuls humains. Oui, totalement.
Ouais. C'est pour ça que je dis qu'il s'inscrit aussi dans la lignée. Hein. Clémence, vas-y, je t'en prie. Oui, moi c'est un film que j'ai mis dans mon top parce que visuellement c'est juste époustouflant quoi. Enfin, on est en immersion totale, on est dans une réalité virtuelle. Ça m'a fait penser un peu à tous ces jeux vidéo qui sortent là où je suis pas une gameuse. Comment t'appelles ça quand t'es dans une réalité dans laquelle tu peux te balader Un monde ouvert. Un monde ouvert, merci. Et j'ai cette sensation-là avec ce film. C'est-à-dire que les 3 heures, je les ai pas vues passer. Moi, j'en redemandais. Avec les technologies qu'il a mis en place, ça lui permet de mettre en fond des détails que tu pourrais pas... des détails de décor que tu pourrais pas mettre avec une autre technologie. Et voilà, et c'est un film qui montre des séquences qui sont effectivement inutiles à la narration et qui ont presque un aspect documentaire, mais qui sont pleins de poésie et puis je trouve que ça fait du bien aussi par rapport à tout ce qui sort en ce moment sur les plateformes, toutes les séries où on est dans un truc très consumériste, où chaque séquence doit servir le récit, chaque séquence doit faire avancer les enjeux et dans cette espèce de consommation rapide. Et ce film-là, justement, il prend son temps et il prend le contrepartie de ce qui sort dernièrement. Je dirais aussi que c'est quand même un film qui a le mérite de lancer une nouvelle franchise. Parce qu'à l'heure des préquels, des spin-offs, on refait les films et machin, je trouve que ça fait du bien. C'est aussi un film qui se prend au sérieux et qui essaye pas de forcer, de mettre de l'humour comme les Marvel ont tendance à le faire beaucoup, à mettre de l'humour par-ci, par-là, et au final, c'est lourd. Et je trouve que c'est un film qui se prend au sérieux, mais je dis ça d'un point de vue positif. Et voilà, donc c'est vraiment un film qui fait du bien, c'est un film d'immersion totale. Après, bien sûr, que le scénario, il est cousu de fil blanc. Hein. Enfin, le méchant est totalement inintéressant. Il y a une paresse de scénario de le faire revenir. Surtout que on te le ramène de façon... oui, alors en fait, on a pris mon esprit, on l'a mis sur une clé USB et... c'est quand même assez gros. C'est quand même assez gros, surtout qu'il y a un enjeu en fin de film, du coup je vais pas le spoiler, mais qui aurait été beaucoup plus intéressant à exploiter pour amener des nouveaux humains qui seraient en recherche d'exploitation de cette planète sur un autre aspect. Il y a un personnage en particulier, je peux juste le citer là, le personnage de Spider qui est un espèce de petit Tarzan. J'ai pas compris ce personnage. J'ai pas compris à quoi il sert, j'ai pas compris ses motivations. L'écriture de ce personnage est complètement mal réalisée. Il y a des problèmes d'exploitation au niveau des personnages féminins qui restent assez clichés. Donc voilà, donc c'est vrai qu'au niveau du scénario, il y a plein de choses à redire et t'as envie de dire à James Cameron, quand même t'avais un peu de temps pour écrire un scénario un peu plus solide quoi. Donc voilà. Et dernière chose, on sent que ça reste un film de transition. On sent qu'il est en train de préparer, que derrière il a 3 autres films qui sortent. Et donc il y a des moments où tu sens que c'est un film de transition, donc tu restes sur ta faim. Et en même temps tu te dis, bon d'accord, j'ai compris, ça va être développé dans les films prochains. Moi c'est ça qui me pose problème avec le film. C'est que ce film, on va pas reparler de l'aspect... sa beauté plastique parce que voilà, on est tous d'accord là-dessus, c'est incroyable, mais pour moi le principal problème c'est au niveau de la narration et effectivement pour moi c'est juste un tremplin vers la suite de la saga. Il va poser quelques jalons, quelques éléments de scénario, mais en soi ce film on pourra je pense l'apprécier à sa juste valeur que par rapport au reste des films qui sont à venir, et sans doute on l'appréciera plus qu'avant. Il y a peut-être des choses qu'on n'a pas vues, mais c'est vrai que j'ai trouvé l'histoire assez pauvre, assez redite par rapport au premier. C'est presque un film 1,5, un Avatar 1,5 quoi. On peut pas dire qu'on est vraiment sur un deuxième opus avec une histoire qui avance, et c'est ça moi qui me dérange profondément, le fait qu'il ait peut-être pas pris assez le temps sur le scénario. En plus je crois au générique ils doivent être 3 ou 4 qui sont crédités sur le scénario, donc il y a eu beaucoup de réunions de travail j'imagine pour bosser dessus, et je trouve ça assez léger, donc je demande à voir avec la suite de la saga.
Tu sais, 4 fois 0, ça fait toujours 0. Mais après, je pense, vous êtes bien dur avec... Laissez-lui révolutionner l'image du cinéma, et puis laissez-le tranquille avec ses scénarios pourris. Non, mais je caricature, mais en vrai, quand tu vois le reste de sa carrière, moi je trouve que c'est pas quelqu'un qui, comment dire, raconte de belles histoires. C'est quelqu'un qui raconte bien des histoires. C'est ça en fait la grosse différence. Qui montre bien des histoires. Ben oui, c'est ça, mais raconter au cinéma, c'est le montrer. Et ce que je veux dire, c'est que en soi, même des fois, on a presque l'impression qu'il rate ce qu'il veut faire, parce que Titanic, par exemple, lui, ce qui l'obsède dans le Titanic, c'est le naufrage, c'est le Titanic, c'est tout ça. Les gens, qu'est-ce qu'ils en retiennent? C'est la plus belle histoire d'amour du siècle. Mais en fait, lui, il s'en fout quasiment de cette histoire-là. Et il y a plein de trucs comme ça, quand tu regardes Abyss, quand tu regardes même, Aliens 2, etc. Entre lui, ce qu'il décide de faire, quand tu vois les versions longues et les versions courtes, c'est très clair. J'ai l'impression qu'il y a une mésentente des fois sur ce qu'essaie de faire James Cameron. Et pour moi, c'est avant tout un formaliste et un technicien absolu. Et je pense que en fait, on sous-estime peut-être la place que maintenant va peut-être prendre le HFR dans l'industrie cinématographique. Ça fait plusieurs années que certains essayent de la lancer et n'y parviennent pas. En tout cas, il n'y a pas d'émule qui se crée. Et peut-être que James Cameron va lancer quelque chose à ce niveau-là. Moi, de la seule heure de film que j'ai vu, en fait, moi, ça m'a direct fait rentrer dedans, ce débit d'image, ça fonctionne trop bien. Au petit bémol près que, à nouveau, je comprends pas pourquoi telles scènes sont en certaines vitesses de FPS et d'autres non. Parce que des fois, il n'y a pas de cohérence en fait entre le contenu de la scène. Et ça fait un peu comme quand Nolan passe du format IMAX au format scope, où tu vois des bandes noires et des bandes apparaître et disparaître, et tu comprends pas pourquoi spécialement, même si souvent c'est pour des scènes d'action. Mais ça m'a fait un peu ce sentiment dans l'heure que j'ai vue de Avatar, la voix de l'eau. Juste, je voudrais rebondir sur cette histoire-là, c'est que, alors moi je l'ai vu en 3D chez Fer. Bon, 3h15, j'ai eu mal à la tête. Et j'étais pas la seule, j'étais accompagnée, on avait mal à la tête en sortant quand même. Le sac à vomi, là. Donc voilà, et aussi l'autre chose, et sincèrement, quand j'étais dans la salle de cinéma, je me suis dit, il y a un bug avec la caméra de projection du film. J'ai eu une séquence, plutôt vers je pense que c'était pendant la 3e heure du film, où les images saccadaient. Ça saccadait, et je me suis dit, merde, il y a un problème avec la projection. Et du coup, j'ai dû demander à la personne avec qui j'étais, je lui dis, mais c'est moi ou il y a un problème de projection? Et il me dit, non, il n'y a pas de problème de projection. Et en fait, après, je suis allée lire des choses, et apparemment, ça serait dû effectivement à ce changement de technologie qui fait qu'au bout d'un moment, l'œil ne peut plus suivre. Et ça pose des questions quand même sur, en fait, un film, t'es censé pouvoir le suivre du début à la fin. Donc, c'est quelque chose que j'ai pas encore résolu. Enfin, je sais pas si ça vous est arrivé aussi à vous dans votre visionnage. Je voulais pas l'aborder, mais en fait, effectivement, il y a des variations entre le nombre d'images par seconde, si bien qu'il y a des séquences où moi j'avais... Bon, c'est parce que j'ai joué à des jeux vidéo. Je parle au passé, c'est triste. Où clairement j'avais l'impression je me dis, ah ouais, mais là en fait on est dans la cinématique d'un jeu vidéo avec beaucoup de mouvements, et puis la scène d'après c'est beaucoup plus ralenti. Donc des moments où tu as l'impression que le film est en accéléré et d'autres au ralenti, et c'est justement je pense que je suis pas contre le principe, mais c'était peut-être un peu trop. Je pense que le public n'est pas encore prêt pour ça, quoi. Et moi, j'étais pas prêt. Le film, c'est une simulation de la connexion à Villefranche de l'Auragais, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des fois ça s'accélère, des fois ça ralentit, tu vois. Bon, bah écoutez, si on a fait le tour d'Avatar 2, je vous propose de terminer par le film qui nous unit tous. Quelqu'un a quelque chose à rajouter sur Avatar 2 ? C'est bon ? Eh ben, let's go. Donc le dernier film que je vous propose d'aborder, c'est un film qu'on a tous vu ici également, et c'est un film Netflix sorti par Rian Johnson, enfin réalisé en tout cas par Rian Johnson, et c'est Glass Onion, sous-titré en français, une histoire à couteau tiré. Mesdames et messieurs, voilà, on y est. Vous vous attendiez à un mystère. Enlève ta sale patte. Vous vous attendiez à une énigme. Mais pour une personne sur cette île, ce n'est pas un jeu. vous allez nous expliquer ce qui se passe.
détective. Pareil, le résumé est très 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 long sur Wikipédia, c'est même pas un résumé, enfin c'est un essai. Bon, c'est simplement... Il y a un espèce d'Elon Musk qui s'est entouré de personnes qu'il estime comment ils appellent pas les frondeurs, mais je sais plus comment là, les gens qui ont de l'audace soi-disant dans leur domaine respectif. Disrupteurs quelque part. Ouais, des disrupteurs. Non mais c'est exactement ça, des disrupteurs. C'est littéralement presque dit comme ça, je crois dans le film. Des disrupteurs ils se rejoignent tous régulièrement, visiblement, c'est comme ça que le film met en scène pour participer à des soirées. Et là, en l'occurrence, c'est une soirée un peu une murder party où l'idée c'est qu'il va y avoir une enquête à résoudre, et évidemment derrière ce jeu va y avoir une vraie enquête à résoudre, et c'est la raison pour laquelle il y a le personnage de Daniel Craig qui se retrouve convié à la fête, le personnage donc de Benoît Blanc, le détective privé, qui est un très très mauvais joueur de Among Us, et ça m'a fait beaucoup rire de voir ça au début du film. Et en même temps, je vais commencer là-dessus et je vous laisse la parole après. Si vous voyez cette scène où il est dans son bain et il joue à Among Us, pour moi c'est symptomatique en fait presque de l'ensemble du film. C'est-à-dire que c'est un film qui est bourré de références, mais au final qui en oublie qu'il est aussi un film de whodunit, et qui oublie peut-être l'importance qu'il est censé donner à son enquête. Parce qu'en fait, quand tu écoutes Rian Johnson, c'est un fan de whodunit, comme il était fan de Star Wars et qu'il pensait tout faire mieux que tout le monde. Et donc en fait, il s'est énormément renseigné, il a regardé beaucoup de films, il a pris clairement des inspirations de Mort sur le Nil, alors pas celui de Kenneth Branagh. Oui, Antonin, moi aussi je l'ai vu, et oui, c'est pas foufou. Mais bref, on sent qu'il a plein d'inspirations. On sent qu'il te fait des petits clins d'œil et dans tous les domaines, hein, y compris, tu vois, enfin, tu vois, vous voyez en mettant à l'image une partie de Among Us, ce qui est extrêmement cocasse, le fait que Benoît Blanc soit nul à Among Us. Mais en fait, derrière tout ce tas de références où il te prouve qu'il est cultivé, qu'il a un point de vue sur le monde, et regardez, mais en fait, Elon Musk c'est un gros con, et en fait, ce monde des ultra riches, voilà ce que c'est. Ben en fait, j'ai l'impression qu'il oublie un peu qu'il a une histoire à raconter, et ça passe un peu au second plan, alors que je trouve que le premier à couteau tiré avait vraiment quand même cette enquête qui était au centre et qui était beaucoup plus divertissante et qui se suivait vraiment avec beaucoup d'intérêt. J'ai pas trouvé le film mauvais, je le trouve juste moins réussi, et presque un petit peu, j'ai presque un peu le sentiment désagréable que j'avais déjà avec Star Wars épisode 8, de quelqu'un qui me dit qu'il connaît mieux que moi en fait ce dont il est en train de parler, alors qu'en fait le fait est que bah non, c'est pas parce que toi t'as lu je sais pas quel spin-off de Star Wars etc que t'es plus à même de faire un film pertinent, parce que tu retournes tous les codes, et c'est un peu ce que fait Glass Onion, c'est retourner tous les codes du whodunit, mais c'est pas parce que tu les retournes que ça montre que tu les maîtrises, en fait, c'est ça que je veux dire. Voilà, je sais pas qui veut s'exprimer sur le sujet en premier. Moi j'ai bien aimé, c'était fun à voir. Je trouvais que les personnages étaient plutôt chouettes, caricatural un petit peu, mais voilà, c'était sympa. J'ai préféré le premier en effet aussi, à couteau tiré. Je trouvais que les personnages étaient un peu plus complexes, moins condescendants, moins j'ai envie de dire oui bourgeois, même si non, c'est une famille riche aussi, mais je sais pas, c'était plus tangible, moins tiré par les cheveux. C'était sympa, voilà, c'était fun à voir, c'était fun à regarder, le casting était plutôt bien. Petite mention pour Dave Bautista, eh ben il est trop bien cet acteur, enfin moi je l'aime beaucoup, ancien catcheur mais qui a un panel un peu plus développé que The Rock. Entre les Gardiens de la Galaxie et ça, franchement, ouais, je le trouvais plutôt bien. Et Blade Runner. Oui, c'est vrai. Et Blade Runner, mais j'ai pas vu Blade Runner. Ouais, moi, je suis comme toi, Estelle, j'ai trouvé le film fun, alors l'enquête pas aussi intéressante que le premier. Après, moi, j'ai bien aimé le côté un peu Rashomon, où, en fait, on te montre une première partie d'un film d'un certain point de vue, et puis finalement on se refait tous les événements à partir d'un autre point de vue, en ayant cette autre information qui nous permet de voir les choses différemment. Donc voilà, ça donne un second souffle au film, et voilà, ça augmente cet effet fun, très, très sympa à regarder, quoi. Toi, Antonin, t'as quelque chose à en dire? Parce que finalement j'ai l'impression qu'il est assez...
l'impression qu'il est sympa, quoi. Tu vois. Mais en fait, moi, c'est le côté un peu, presque, je sens un peu de mépris dans le film à nouveau. Mais je crois que Ryan Johnson est quelqu'un un peu comme ça. Et tu vois, je sens qu'il a quand même pas mal de mépris. Ouais. Oui, vas-y, Antonin. C'est un peu ce que j'allais dire. Je sais pas s'il y a un côté mépris, mais en tout cas, tu regardes le film, on te dit pas que c'est Ryan Johnson. Il y a un côté où peut-être que tu vas le voir. Parce que, enfin, tu vas le remarquer. Parce que chez Ryan Johnson, du coup, il y a ce côté où tous mes personnages et tout ça, je les sabre, je les casse en permanence, je les décris de manière satirique, je les tourne en dérision. Finalement, il y en a aucun que je ne fais que dénoncer, et il y en a aucun que je montre comme étant quelqu'un finalement qui n'est pas critiquable. Il y a un côté sale gosse qui casse tout, qui renverse tout, et puis après le fait de reconstruire quelque chose ou quoi, on s'en fiche un peu. Et enfin, la fin du film, c'est littéralement ça. C'est je casse tout, je fais. Enfin, donc il y a un côté vraiment plus iconoclaste que vraiment révolutionnaire chez Ryan Johnson. Il y a un côté je brise des idoles, mais je suis pas sûr que. Mais derrière, je sais pas si c'est que j'en ai pas, mais en tout cas, je ne montre pas quel est mon projet de société derrière, tu vois. Je suis assez d'accord. Pour moi, c'est je détruis tout, mais je ne construis rien, en fait, chez Ryan Johnson. Et c'est ce côté-là qui est énervant ou qui peut paraître méprisant, je pense. Alors, sans forcément que ce soit vrai derrière au niveau de la personnalité du réalisateur, mais en tout cas, c'est l'effet que ça donne quand tu regardes ces films-là. Et il y a quand même une récurrence qui finit par se dire, bon, peut-être qu'à un moment, il va falloir évoluer sur ce point-là, parce que sinon, enfin, c'est pas que ça devient lassant, mais du coup, il y a un côté très critiquable dans la démarche, quoi. Ouais, je suis assez d'accord, effectivement. Surtout quand ton film se termine par littéralement dire, mais en fait, j'ai résolu l'enquête, c'est juste que t'es un énorme con, gars. Alors, ce twist-là est plutôt rigolo dans l'idée, mais c'est juste, vous avez vu, c'est tous des cons, et en fait, du coup, moi, moi, réalisateur, j'avais raison. Sur tous ces personnages que je vous ai décrits, le Twitcher, l'homme politique, le faux génie, etc., en fait, ce sont tous des faquins, pour utiliser un terme un peu connoté, mais ce sont tous des faquins, et moi, en fait, entre guillemets, j'ai la vérité, et j'ai la vérité parce que je suis un cinéaste qui a de la culture, qui convoque des images de cinéma. L'effet Rashomon dont tu parles, Quentin, il est pas du tout au hasard, hein. C'est clairement des choses qu'il convoque, mais en fait, je trouve qu'il manipule de la matière qu'il peut-être ne... C'est méchant ce que je veux dire, mais qu'il ne mérite pas, en fait, de manipuler à ce niveau-là, surtout quand on voit l'estime qu'il a de lui-même. Enfin, moi, c'est l'image qu'il me donne, en tout cas. C'est l'image qu'il me donne. Je sais pas ce que toi t'en penses, Clémence. Je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit. En fait, j'avais adoré le premier. Vraiment, ça avait été un gros coup de cœur quand il est sorti. Et donc, je l'attendais beaucoup, celui-ci. Et clairement, il est pas au même niveau. Enfin, il est beaucoup moins subtil, il est beaucoup moins fin dans son analyse. L'intrigue est moins complexe. Et puis tu sens quand même qu'il y a un effet Netflix assez fort avec un côté un peu woke, enfin un peu tableau Excel là dont je parlais plus tôt. Et je trouve que les personnages en deviennent tellement caricaturaux que, en fait, ils perdent en réalisme, ils perdent en crédibilité, et tu vois pas trop le message que veut donner le film. Et j'allais rebondir sur ce que disait Antonin. Je trouve que le premier film donnait un peu plus de réponses justement à cet après par rapport à celui-ci. Et voilà. Et après, ça n'empêche pas que les acteurs, tu vois qu'ils se sont fait vraiment plaisir. Ils ont plaisir à être dans ce film, ils ont plaisir à y jouer. Mais pour moi, c'est un film oubliable. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir. J'étais en train de regarder à tous vos tops. Et si je ne me trompe pas, aucun d'entre nous n'a mis en top un film de plateforme. Et je trouve que c'est assez symptomatique de ces films de plateforme qui sont pas mauvais en soi, mais franchement... j'ai mis Glass Onion dans mon top, moi, ouais. Mais voilà. Mais tu vois, même limite, les films, quand j'ai commencé à faire la liste pour le débat d'aujourd'hui, les films de plateforme, il a fallu que j'aille les chercher pour me souvenir que je les avais vus. Alors que ceux que j'ai vus au cinéma, je les ai quasiment tous retrouvés sans chercher.
Et je trouve que voilà, il y a un peu ce syndrome de films de plateforme qui deviennent un peu lisses et un peu tous construits de la même façon, filmés de la même façon, enfin voilà, qui perdent en identité quoi. Et je trouve que ce film-là, il est symptomatique de ce phénomène. Après, t'as des contre-exemples. Va voir Pinocchio. Oui, et ben du coup Pinocchio, je suis vraiment curieuse d'aller le voir parce que en plus j'ai vu qu'il était dans votre top et j'avais très envie de le voir. Et voilà, j'ai pas eu le temps. Ah ben voilà, écoutez, on termine sur une note positive. Voilà, après tout ce débat, je vous propose d'en rester là. C'était très intéressant de discuter avec vous, de parler de tout ça. Je suis ravi d'avoir pu faire ce débat de cette façon-là. Écoutez, merci Estelle, merci Clémence, merci Quentin et merci Antonin et merci moi, ave moi comme dirait Delon dans Astérix. D'ailleurs Astérix il va un prochain qui va sortir bientôt, j'ai aucune idée de ce que ça va valoir, mais peu importe. Voilà, je vous dis merci à tous, merci à celles et ceux qui nous écouteront, et puis je vous souhaite la meilleure année 2023 possible, et puis à bientôt sur la chaîne Exploration de Culture. Salut à tous. Ah oui, au fait, avec Estelle, on a fini par voir Avatar 2. C'est bien.